Ça marche. 1, 2. 3, 4. Bonjour à tous, je suis Charles-Antoine Duron, je suis le directeur en charge du travel et des mobilités chez Google France. Je suis ravi d'être parmi vous et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi sur scène un guest star avec Antoine Dubois. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai en charge le marketing, l'expérience client, le sponsoring et également tout l'univers de la fidélité au sein du groupe Accor sur la zone Europe et Afrique du Nord. 3000 hôtels. Si vous multipliez par 4, ça vous donne le nombre de restaurants qu'on a dans nos hôtels ou à côté de nos hôtels qu'on peut gérer sur toute la zone. Donc j'ai une zone qui va de la France, qui est un merveilleux pays, jusqu'au Kazakhstan, en passant par le Maroc. Donc plein de destinations très différentes et plein de trends aussi qui sont très différents par rapport au travel et par rapport à la consommation et tout l'univers du F&B, bien évidemment. Alors avec un beau portefeuille de marques pour répondre à ces différentes trends. Aujourd'hui on a un agenda qui est assez dense, donc on ira vite. Je resterai disponible à la fin si vous avez des questions. Parce qu'on vient vous parler d'une année 2024 qui va être une année charnière et compliquée. Et qui va avoir beaucoup de changements pour le travel et particulièrement pour le marketing et le marketing digital du travel. Peut-être que tu veux commencer un peu pour les grandes tendances? Ouais, juste pour vous donner une tendance, il y a des gros bouleversements qui vont avoir lieu au sein de l'écosystème digital sur 2024. C'est pour ça qu'on parle d'une année charnière, avec des opportunités, des risques aussi. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que l'intérêt pour le travel, il progresse en lien avec le chiffre d'affaires de tout l'univers. Vous avez cette merveilleuse courbe là qui est 2023 par rapport à un 2022 et si je vous mettais 2019. Aujourd'hui, la tendance et la recherche sur l'univers du voyage, elle reste prédominante dans les recherches Google. Ce qui veut dire que les consommateurs continuent à vouloir voyager. On n'est plus en mode post-Covid où on voyage près. On cherche à voyager loin. 38% des gens aujourd'hui et des recherches, c'est sur des destinations plus lointaines. Donc on voit cette mouvance petit à petit et tout cet univers où on est à la recherche de destinations lointaines. Vous avez 60% des Français cette année. Est-ce que c'est les JO ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils veulent aller loin de France et aller redécouvrir le monde. Ce qu'il y a à noter, c'est que dans toutes ces recherches et dans toutes les résas qu'on peut noter aujourd'hui chez Accor, sur 100 résas, vous en avez 60 qui associent la réservation d'un hôtel avec l'univers de la restauration. C'est-à-dire que tout de suite après qu'on ait trouvé sa destination, son hôtel, c'est où est-ce que je vais manger, quels sont les bons plans, qu'est-ce que je vais trouver. Donc il y a une vraie association dans cette tendance de la recherche du voyage plus lointaine avec aussi la recherche des bons plans et de où je vais manger, qu'est-ce qu'il y a à découvrir comme lieu aujourd'hui dans l'univers du F&B. Alors malgré toutes ces tendances positives, on fait toujours attention à la manière dont on communique et la manière dont on peut toucher l'ensemble des consommateurs et l'ensemble de cette recherche et l'ensemble de cette demande qu'on peut avoir. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, les parcours de recherche de réservation, on peut s'imaginer qu'avec tous les outils disponibles, c'est de plus en plus simple, mais pour le consommateur, c'est de plus en plus complexe. De plus en plus complexe, tout simplement parce qu'il y a une multitude de choix aujourd'hui et d'outils de réservation qui sont mis en place sur le marché par rapport à avant. On est parti d'une réservation digitale où on était sur un seul et même site de marque, à des sites agrégés, à des comparateurs, etc. Donc on continue à complexifier et on voit l'apparition aussi de nouveaux modèles avec des opérateurs, avec des tours opérateurs qui se spécialisent de plus en plus. Ça peut être sur le day use, ça peut être dédié à l'univers du lifestyle, ça peut être dédié à l'univers de la restauration d'abord et ensuite on réserve son hôtel. Donc il y a aujourd'hui pléthore et les gens passent un temps fou, et c'est tant mieux pour Google et c'est tant mieux pour tout l'univers digital, mais ils passent un temps fou sur le digital à regarder les photos, mais surtout, et c'est un élément essentiel dans notre business aujourd'hui, c'est les reviews. Les reviews aujourd'hui, après le prix, c'est le critère numéro 2 de choix pour un hôtel ou pour un restaurant dans notre écosystème. Et ça, c'est vrai partout dans le monde aujourd'hui. Donc les reviews, la manière dont vous gérez vos reviews pour vos établissements, la manière dont vous les regardez au mois le mois, voire semaine à la semaine pour pouvoir y répondre et analyser votre évolution de ce qu'on appelle le RPS, mais également le RPI, votre capacité d'être meilleur que la concurrence en termes de reviews, est un élément important et primordial aujourd'hui puisque les gens ils passent leur temps là-dessus à regarder
les photos, votre proposition, mais surtout ce que votre client va dire dessus. Et ça, c'est un élément qu'on va pouvoir valoriser. J'ajoute juste un point, merci Antoine pour tout ça. C'est aussi que les gens cherchent davantage pour une raison très simple, c'est qu'avec l'augmentation des tarifs, les gens vont chercher plus d'informations sur le produit final qu'ils vont booker. Donc ils vont creuser davantage la recherche pour être sûr qu'ils ont le bon deal. Pas nécessairement le cheapest deal ou le moins cher, mais le bon deal. Et je pense que c'est un point qui est important, en tout cas, de bien mettre en avant toutes les informations, les services qui sont disponibles dans vos hôtels, dans vos restaurants, pour être certain que vous favorisiez le choix du consommateur. Si je prends que la France, tout l'univers de l'hôtellerie, vous avez une progression du chiffre d'affaires avec un taux d'occupation moyen normal, comme tous les ans, qui est monté entre 12 et 16%. Si vous regardez l'univers de la restauration, pour rebondir sur l'univers des prix, vous avez des prix qui ont bondi entre 8 et 12% pour un plat aujourd'hui dans l'univers de la restauration. Donc oui, ils cherchent le meilleur rapport qualité-prix versus pas automatiquement le bon deal, comme ça va être le cas avant quand on cherchait nos beaux plans sur la fourchette ou autre. C'est la recherche du meilleur rapport qualité-prix et de l'expérience qui est laissée. C'est pour ça que tout l'univers du contenu et de la photo et des reviews, c'est un élément qui devient encore plus primordial aujourd'hui. Et vous devez, avec chaque établissement, d'avoir un outil qui vous permet de le suivre à la semaine, au mois. Et ce n'est pas simplement ce qu'on appelle le SEO et de plugger du contenu sur son site internet. C'est aussi de bien regarder les reviews. Ça devient même plus important aujourd'hui que le SEO. Le côté pluri-device, je pense que tout le monde le sait. Le digital, aujourd'hui, 80% des gens sont sur le digital et ils sont ce qu'on appelle le multi-écran. Et ce qu'on note aujourd'hui et les opportunités qu'on voit, nous, en termes de marketing, c'est que clairement, ce qu'on appelle la Connected TV est devenue la révolution et est en place. On a annoncé la capacité de la télé de se transformer en écran. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les box Orange, les box Free, les box SFR le permettent aujourd'hui et permettent d'avoir une connexion sur la télé comme si on était sur son téléphone, mais sur un écran plus grand. L'univers du Chromecast est aujourd'hui intégré aussi au sein de cet écosystème. Donc ça veut dire qu'on a des opportunités de mieux targeter nos clients, mais surtout de leur proposer un contenu sur leur écran qui est le même que sur l'univers du digital. Et ça, aujourd'hui, est-ce que c'est mesurable? Ça, c'est toute la question qu'on se pose avec ce côté multi-écran et qui va arriver aujourd'hui, mais c'est une grosse révolution. L'équipement des Français qui se digitalise toujours, donc 90% sur la télé, 89% sur le mobile, etc. Là, vous avez tous les chiffres. On note que l'iPad et tout cet univers des tablettes est quand même en baisse par rapport au reste. Mais nous, en tant que marketeurs, et si vous gérez une marque et si vous gérez un établissement, c'est être capable de suivre sur ces différents équipements si votre contenu, si ce que vous poussez, si les reviews sont positifs sur l'ensemble de ces devices et si votre contenu aujourd'hui est adaptable sur l'ensemble de ces devices. Et c'est là où de nouveaux outils arrivent qui vont nous permettre de pouvoir le faire. Donc, il y a l'intelligence artificielle, on va s'en parler tout à l'heure, qui peut nous aider à faire ça et qui peut nous simplifier la vie à tous pour pouvoir le faire. Mais il faut surtout être capable de mesurer l'impact de ces différents devices au sein d'un seul et même outil. Et vous avez un outil qui vient avec nos amis de Médiamétrie, qui est l'outil qui mesurait la télé aujourd'hui, qui va nous permettre de mesurer l'impact de tous ces canaux-là sur un seul système à terme durant l'année 2024. Peut-être juste un point pour préciser, le moins 7%, c'est la télé purement linéaire. Alors on sait que toutes les grandes chaînes de télé ont bougé aussi vers de on-demand et compagnie. Donc vraiment le moins 7, c'est uniquement la télé linéaire entre 2014 et 2024. 2014 et 2023, pardon. Je vais te reprendre le clicker, comme ça je rentre sur les sujets les plus sexy. Une fois qu'on a montré tous ces outils qui sont digitaux et cette révolution, il faut savoir mesurer tout. Exactement. Et 2024, donc année charnière sur le comportement des utilisateurs, année charnière sur la consommation média et l'équipement, ce que Antoine vient de couvrir. Année charnière aussi parce que c'est la fin des cookies tiers. Alors je ne sais pas quel est le niveau de maturité de tout le monde, mais les cookies tiers, c'est ces petits programmes qui sont les navigateurs Internet et qui permettent à tous les acteurs du marketing digital de savoir quels sont vos comportements en ligne. Très rapidement, le calendrier, c'est que c'est cette année. On en parle depuis un bon moment, mais c'est cette année que les cookies tiers disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique pour les gens qui font du marketing digital?
Eh bien, c'est que la situation actuelle, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on appelle du precision marketing ou du precision targeting. C'était la capacité à vraiment traquer le parcours d'un client sur les différents sites web, et ça via les cookies tiers. L'intérêt était d'avoir une mesure déterministe, c'est-à-dire que les third-party cookies qui sont sur vos navigateurs permettaient un suivi relativement granulaire en fait, de vos comportements et des comportements des clients pour pouvoir les réadresser. L'autre point qui était important, qui est un point de vue technique, c'est qu'avant, en fait, tous ces cookies tiers envoyaient des informations sur des serveurs qui appartenaient à des grands groupes publicitaires, comme Google, comme Meta et autres. L'important, c'est qu'aujourd'hui, la privacy, et ce qui est clé, est vraiment au cœur de tous les débats et des régulations, enfin des réglementations. Et donc, on va bouger à partir du fin de l'année vers cette logique post-cookie. C'est-à-dire que, la first party data, c'est-à-dire la data que vous avez, les informations que vous avez sur vos consommateurs, et sera la plus importante. Il faut capitaliser dessus, il faut mettre en place les éléments pour l'utiliser, l'avoir et la protéger. Et la protéger est un sujet important. Le deuxième point, c'est qu'on va passer d'une mesure déterministe à une mesure prédictive, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des proxy ou en tout cas trouver des modèles à partir de la donnée que vous avez pour pouvoir extrapoler et pour pouvoir prédire quels sont les comportements des consommateurs que vous voulez cibler. Et enfin, un autre point qui est assez technique, c'est que toute cette data que vous pouvez utiliser, elle restera sur le device de l'utilisateur jusqu'à la conversion, c'est-à-dire au moment où elle devient de la first party data pour vous. Donc c'est quand même un changement systémique extrêmement important, et on en parle beaucoup avec Antoine et ses équipes, pour savoir justement comment aborder ce pivot qui va être assez clé. Les solutions, on peut en parler avec Antoine, mais effectivement c'est de construire une infrastructure ad durable, c'est-à-dire qui s'appuie vraiment sur ces logiques de privacy. Le deuxième, c'est de travailler justement sur ces modèles prédictifs et ces modèles d'attribution qu'on va vouloir mettre en place progressivement avec la disparition des cookies. Et enfin, ça va être d'engager vos clients de manière pertinente, c'est surtout en travaillant toute la partie acquisition de la first party data, donc de l'information qui vous appartient. Le gros challenge, c'est on parle tous de personnalisation, et il y a beaucoup de stands qui parlent de personnalisation dans la proposition. Avec la fin des cookies, on va en savoir moins pendant un temps donné sur nos clients, donc on va avoir beaucoup plus de difficultés à personnaliser notre approche en CRM, à personnaliser notre approche quand on vous fait une communication. Des gens, on sait qu'ils aiment Novotel et ils s'en foutent d'Ibis Styles. Bon, ok. Là, on ne va plus le savoir pendant un temps donné. On va devoir recréer cette base de données. Donc, vous allez avoir en 2024 une sorte de temps de latence, le temps que tous ces éléments-là se mettent en place pour nos campagnes de communication et revenir à de la personnalisation. Donc, il va falloir refaire un peu du générique au début pour recréer une base de données. Donc, c'est quelques mois sur 2024 qui peuvent avoir un grand impact en termes de retour sur investissement sur nos campagnes sur l'année. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Antoine, mais Antoine oublie de vous dire qu'il y a eu aussi un certain nombre de partenaires et d'acteurs qui ont commencé à anticiper cette disparition parce qu'on en parle depuis longtemps et que certains ont quand même beaucoup d'outils et de solutions qui sont déjà en place pour pouvoir basculer assez rapidement et capitaliser justement sur la first party data qu'ils ont actuellement pour pouvoir rapidement pivoter. L'autre point important et un autre pivot non négligeable, et alors là qui est particulièrement pour Google, je suis désolé, je vais prendre un peu la parole sur le sujet, c'est le sujet du Digital Marketing Act, qui va avoir des implications assez importantes pour Google, car la Commission européenne a reconnu Google comme d'autres acteurs, Apple, Meta et autres, comme ce qu'on appelle des gatekeepers, donc des acteurs, on va dire, incontournables sur les marchés publicitaires, notamment dans le domaine du digital. Et ça nous a obligés, d'un point de vue produit, à faire évoluer nos solutions, notamment sur le travel. Alors, qu'est-ce que DMA ? Je veux bien juste lever la main ceux qui savent ce qu'est DMA. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Donc DMA, c'est le Digital Marketing Act, qui est donc une réglementation européenne qui oblige les grands acteurs dans le monde du digital à ne pas favoriser leurs propres services, à être certain qu'il y a eu une collecte des consentements qui a été faite. Aujourd'hui, moi, je vais me focaliser sur l'article 6.5, qui est cette notion de fairness, donc de capacité à laisser la place à toutes les solutions disponibles dans l'écosystème, et les implications que ça a eu en termes de search organique pour nous, c'est-à-dire de search gratuit. L'important, c'est qu'il faut bien que vous ayez en tête que ce sujet, parce que ça crée un peu de bruit, et on a des nombreuses discussions avec les différentes fédérations, associations au niveau européen de l'hôtellerie, c'est que c'est
une réglementation. Ce n'est pas un choix de Google, ce n'est pas un choix de Meta, ce n'est pas un choix d'Apple, c'est une réglementation. Après, chacun a fait son application, mais c'est une réglementation. Et il a fallu, nous, que dans la réglementation, on trouve la bonne balance entre les clients, les utilisateurs, les hôtels, ce que je vais appeler les suppliers, et ce qu'on appelle les Vertical Search Services, que sont les Meta-Search et les OTA. Et le dernier point, à quelques jours près, on est déjà 1 mois après la date de mise en place du Digital Marketing Act. C'est pour cette raison que vous avez dû voir depuis quelques semaines une évolution non négligeable dans la présentation de la page des résultats autour de l'hôtellerie sur les pages Google. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais effectivement, notre enjeu, ça a été de trouver un bon équilibre entre l'utilisateur, les hôtels et Vertical Search Solutions. Parce que le gros enjeu pour nous, en fait, c'était de s'assurer de ne pas favoriser les services Google. Ce qu'on veut dire les services Google, c'est les free booking links qui permettaient de booker, c'est Hotel Ads, qui était une situation publicitaire pour driver des leads vers vos hôtels. Et l'idée, c'est qu'on remette en avant les services, on va dire, concurrents à notre propre service, ce que la Commission européenne a classifié en Vertical Search Services. Ils ont intégré dedans les méta et les OTA. On peut avoir un débat assez long sur cette interprétation, mais c'est l'interprétation qui a été faite. Et donc, on a dû nous s'y plier. Les évolutions, elles sont assez simples. Déjà, il a fallu qu'on traite les liens Google, donc Free Booking Link, Hotel Ads, comme étant un Vertical Search Solution comme un autre. Il a fallu qu'on retravaille pour inclure dans tout ce qui était page et filtre toute la partie inclusion de l'écosystème. Intégrer également ce qu'on appelle les Vertical Search Solutions dans les Rich Results, c'est-à-dire avec des images, avec les ratings et compagnie. Travailler sur ce qu'on appelle une VSS Unit, donc Vertical Search Solution Unit, c'est-à-dire un petit rectangle qui apparaît en haut et qui met en avant les OTA et Meta-Search concurrents à Google. Et ensuite, en parallèle, des filtres pour justement ces VSS en haut de page au moment des résultats et également pour les hôtels, on va dire lodging au sens large. C'est une révolution, hein, cet univers. On doit apprendre. Si vous alliez il y a 3 mois sur votre recherche hôtel à Paris et vous y allez aujourd'hui, la page 1, il y a 40% des gens qui vont sur la page 2. Donc l'objectif, c'est d'être sur la page 1. Le sens, l'ordre, tout évolue, tout a modifié. Et ce que vous cherchez toujours, c'est d'être en haut de la page, bien évidemment, quand il y a une recherche Google pour proposer vos services, proposer vos marques. Donc on est vraiment dans un univers qui vient de se lancer et qu'on doit apprendre à travailler. Vas-y, je t'en prie. Non, pas de souci. Un des exemples, par exemple, là, c'était pour un hôtel à Londres que j'ai pris. On remonte effectivement les différents hôtels et donc vous voyez qu'il n'y a pas spécifiquement de lien Google qui est mis en avant. Ça, c'était une des premières obligations. Mais si vous cliquez sur un hôtel, ce que vous allez voir, c'est que vous allez trouver les informations sur l'hôtel et derrière les disponibilités en termes de levier de distribution. Et c'est là, effectivement, où la Commission européenne nous demande de remonter ce qu'on appelle les Vertical Search Solutions, donc les autres méta et les autres OTA, pour être certain qu'ils puissent apparaître de manière fair et concurrentielle. Donc c'est un vrai chamboulement, je vous le dis, parce qu'on a eu des longues discussions avec le groupe Accor, avec le European Hotel Federation et un certain nombre d'associations. Et ça depuis, on va dire, 6 à 9 mois pour essayer de faire atterrir au mieux cette situation. Et c'est vrai aussi dans l'univers de la restauration. C'est vrai aussi sur l'univers de la restauration. Les choses ont été mises en place un peu différemment, mais voilà, elles sont désormais en place. Donc l'univers du prix devient important quand vous arrivez sur la seconde page, parce que clairement, vous avez des univers sponsorisés et toutes les autres options. Donc il faut bien travailler le référencement et le SEO qui était un art noble déjà, mais devient encore plus important dans cet univers-là. Il est vraiment à travailler. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent d'aller plus vite dans cet univers-là. Et tout l'univers aussi du prix d'appel qui devient important quand on arrive sur la seconde page. Exactement. Alors, un peu pris par le temps, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, s'il y a des questions, on pourra suivre. La troisième révolution, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, elle est sur toutes les lèvres, c'est formidable. Le point important, c'est que cette intelligence artificielle, par rapport au pivot qu'on a discuté avant sur les parcours clients, sur la partie privacy et les cookies, sur la partie DMA, c'est un sujet qui va être important parce qu'en fait, même d'un point de vue marketing, et pas simplement l'AI appliqué aux opérations dans des hôtels ou dans d'autres acteurs, l'AI va venir aussi vous accompagner pour répondre aux enjeux dont on a parlé juste avant.
Alors, troisième révolution, ou troisième évolution, nous, c'est après l'arrivée d'Internet, après l'arrivée du mobile, on se dit qu'il y a l'AI. Bon, certains extrémistes chez nous disent que c'est la cinquième après le feu et l'électricité. Je n'irai pas jusque-là, on va dire après Internet et le mobile, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est en fait tout système de computing qui va reproduire un système de pensée humaine. Alors, je pourrais vous expliquer dans le détail la différence entre l'artificial intelligence, le machine learning, le deep learning et le generative AI, dont tout le monde parle depuis l'arrivée de ChatGPT. La réalité, c'est que si je simplifie, d'un côté, il y a le cerveau gauche analytique, de l'autre côté, il y a le generative AI avec le right brain, le cerveau droit. Et c'est un sujet où ces deux systèmes d'intelligence artificielle vont vous aider à travailler la synthèse, vont vous aider à travailler la prédiction, la création de contenu, et on en reparlera très rapidement à la fin, et peuvent aussi arriver sur des logiques conversationnelles, notamment dans la partie générative AI. Pour moi, c'est si tu reviens en arrière, Ouais. c'est la slide à prendre en photo. Hein. Il y a celle d'après qui est pas mal aussi. Ah ouais, mais celle-là, avec les 4 piliers, avec vraiment des cas d'usage aujourd'hui qui existent dans l'univers de l'intelligence artificielle, déjà dans notre quotidien à nous, dans l'univers du marketing, mais nous aider à aller plus vite dans l'analyse de la data, dans la prédiction, la création de contenu. J'ai besoin d'une photo d'un restaurant avec un burger et une femme qui mange, tac, tac, tac. Quand on sait ce qu'on veut, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et dans l'analyse de la conversation, nous aider à répondre plus vite à nos clients ou à proposer des réponses à l'humain pour aller plus vite dans la réponse. C'est vraiment des choses aujourd'hui qui sont établies et qui fonctionnent et qui apprennent, parce que l'intelligence artificielle apprend petit à petit des usages. Exactement, j'aurais peut-être dû l'utiliser pour éviter la coquille, c'est synthétise data et pas date tout court. Le point important, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est qu'effectivement, ces différents types d'AI, donc on va dire la partie analytique, elle vous aide, et elle vous aide déjà en fait sur toute la partie dynamic pricing, sur la partie optimisation des dépenses publicitaires, la détection de la fraude et tout ce qui est autour de l'algorithme trading. Là où ça va devenir intéressant du côté de Generative AI, donc c'est le produit qu'on appelle Gemini chez Google, c'est qu'en fait ça va vous permettre de mettre n'importe quelle data, même non structurée, de l'ingérer et d'en tirer de l'interprétation grâce à des prompts. Pour rire, on s'est amusé à mettre le PDF du rapport d'Apollo 11 dans Gemini pour savoir quels étaient les éléments clés. Et il a fallu quelques secondes pour qu'il fasse un travail de synthèse qui aurait dû normalement mettre des mois, parce que le rapport d'Apollo 11, c'est des pavés entiers. Là où c'est important, c'est que ça vous aide aussi sur la partie reverse engineering, sur la partie génération de contenu. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça va sourcer, notamment avec Gemini, qui aujourd'hui a dépassé en termes de puissance pas mal de nos anciens large language modeling, permet d'utiliser en parallèle de la vidéo, du son, de l'image et du texte pour vous tirer une réponse. Donc ça veut dire que vraiment, on est multimodal. Il faut savoir ce qu'on veut, attention. Hein. Par exemple, on a mis tout le contenu, par exemple, de la marque Novotel dans cet outil. Et sur la base de tout le contenu existant, on peut demander la création d'un contenu spécifique pour une marque, une fois qu'on a mis tout le contenu dedans. Mais encore une fois, et je le dis toujours à mes équipes quand on briefe une agence, il faut savoir ce qu'on veut. Donc cet outil-là, il faut savoir lui dire ce qu'on attend et ce qu'on veut pour avoir le résultat attendu. Ce n'est pas non plus magique, fais-moi une photo d'un restaurant. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut être très précis. Il faut surtout plugger déjà du contenu qui vous appartient à la base pour que ça génère du contenu additionnel sur cette base-là et que ça reste cohérent par rapport à votre marque et par rapport à et à votre établissement. Exactement, et c'est un point que tu soulèves qui est intéressant parce que en fait, cette partie des large language modeling, tout le monde parle enfin moi le premier, de Gemini ou de ChatGPT ou autre. Il faut savoir que ces grands modèles-là, appliqués pour l'instant, ils sont un modèle gratuit pour certains. La réalité, c'est que le jour où ils deviennent payants, en fait, c'est des modèles qui coûtent très cher. Donc en fait, nous aussi, toute la discussion qu'on a avec nos partenaires, c'est de dire, en fait, ne prenez pas forcément le modèle le plus large, prenez celui qui est le plus intéressant pour vous par rapport à votre besoin. Faites des prompts qui sont sensés et qui s'appuient sur votre data ou une data sur laquelle vous avez les droits, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. L'autre point que je n'ai pas souligné, mais merci parce qu'en fait c'est important, c'est aussi un sujet d'éthique. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous, Google, on bosse. On a une charte éthique qui est extrêmement importante sur les sujets d'IA, avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est éviter de générer des biais. On sait à quel point les algorithmes, moi le premier, quand je regarde Netflix, je n'ai que le contenu qui correspond à ce que je regarde. Bon, c'est très bien, mais ça ne me permet pas de découvrir beaucoup d'autres choses. Ça devient chiant. Ça devient un peu chiant à la fin. Et la réalité, c'est que c'est la même chose. En fait, il faut éviter que nos intelligences artificielles créent des biais. Donc ça fait partie des 10 règles d'éthique qu'on a chez Google sur l'IA.
Si j'avance, un point qui est important, et je ne vais pas rentrer dans les exemples parce qu'on manque de temps, mais par exemple, tous nos produits Google intègrent de l'IA. Je vais en prendre, allez, un ou deux persos que j'aime beaucoup. Le premier, c'est par exemple Google Maps. Google Maps intègre l'IA et l'IA analytique. Mais par exemple, ce que vous peut-être pas encore vous n'avez pas pris conscience, c'est par exemple aujourd'hui, moi je peux sélectionner la route qui va me donner l'impact en termes de développement durable la plus faible, c'est-à-dire là où je vais dépenser le moins d'énergie. C'est pas forcément la route la plus courte, mais c'est la route qui va me faire dépenser le moins d'énergie. L'autre point important que j'aime beaucoup, qui est, alors je ne sais pas qui a Android, qui est sous Android. Bon bah voilà, vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que dans l'application photo d'Android, il y a maintenant ce qu'on appelle la gomme magique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais moi c'est un truc que je trouve génial. C'est-à-dire que je fais des photos géniales de mes enfants sur la plage, mais sauf que j'ai un monsieur un peu bedonnant qui arrive en maillot de bain un peu serré et qu'il vient me gâcher ma photo. Et bien maintenant, juste en l'entourant avec mon doigt, je peux le faire disparaître de la photo et avoir une photo retouchée sans avoir besoin de passer par une agence de création. Ça, c'est la partie, on va dire, un peu personnelle. La partie professionnelle, on a toute la partie workspace, donc qui est en bas à gauche, que pour certains vous utilisez peut-être, mais qui sont tous les outils en fait de bureautique, les Google Docs, les spreadsheets et autres, qui aujourd'hui intègrent de l'intelligence artificielle. Et il y a 2 jours, je devais faire un merveilleux tableau personnel, mais ça s'applique aux professionnels, d'amortissement après un investissement immobilier. Et j'ai tapé un prompt où j'ai dit « fais-moi un tableau d'amortissement » et il m'a sorti le template direct du tableau d'amortissement. Je n'avais plus qu'à rentrer mes chiffres. Si j'avais dû le faire moi-même, je pense que j'aurais pris 10 minutes à mettre en place le système, donc c'est quand même 10 minutes de gagner. Pareil pour les mails, c'est des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire quand vous avez des chaînes de mails très longues, vous pouvez demander à les synthétiser. Et hier, on avait un échange avec certains patrons au groupe hôtelier et certains m'expliquaient qu'ils l'utilisaient déjà dans les réponses à donner pour leurs réceptionnistes et notamment pour les réceptionnistes de nuit qui n'ont pas forcément a priori tous les talents pour pouvoir répondre et faire en sorte que ce soit une IA qui réponde. Maintenant, si on revient au sujet marketing, il y a un sujet important, c'est que vous pouvez l'utiliser d'un point de vue marketing aussi bien en médias qu'en création qu'en mesure. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la partie créa ou est-ce que j'avance? Non, j'ai donné 2-3 exemples tout à l'heure. Je pense Nickel. que tu peux avancer. Je ne sais pas si on est bien dans le timing. Il te reste 3 minutes. Ah, il nous reste 3 minutes, ok. Donc très rapidement, sur la partie créa, Antoine en a parlé. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des outils qui vont vous permettre de générer de la création, soit d'images, soit de son. Ça peut être aussi en fait juste dans les réponses des moteurs de recherche que vous avez sur Google, c'est en fait de générer via l'IA un certain nombre d'annonces. Il y a la partie measurement dont on a parlé avec la disparition des cookies qui va être clé parce qu'effectivement, c'est en s'appuyant sur de l'IA qu'on va travailler sur des modèles prédictifs. Et il y a la partie média. Et la partie média, je vous en montre juste un produit. Alors, je suis désolé, c'est un peu grand, qui est un sujet qui s'appelle Performance Max chez Google, que Accor utilise pleinement, qui en fait aujourd'hui dire, en fait, vous n'avez plus le temps de savoir sur quel levier vous voulez être distribué. L'important, c'est de dire quel est mon objectif marketing, quel est mon budget, et je vais laisser la machine derrière définir par rapport à mon objectif business, mon objectif marketing et mes KPI, quel levier utiliser le mieux possible. Certains acteurs l'ont déjà fait, Coricia, avec des résultats, et je ne vais pas rentrer dans les résultats parce que c'est parlant, Minor Hotel et Mangias, qui utilisent ce type de solution, qui est particulièrement utile, on va dire, même pour des acteurs qui ne sont pas forcément très avancés en marketing digital, parce qu'en fait, c'est la machine qui fait tout. Donc je fais court. Le brief doit être bon. C'est toujours la même histoire avec ces outils-là. Il faut faire vraiment attention sur le brief. Alors moi je le dirais encore plus vulgairement, c'est garbage in, garbage out. Donc c'est vraiment là où c'est important. Faites rentrer la bonne donnée, le bon brief, les bons KPI et la machine vous répondra le mieux possible. Je crois qu'on arrive au bout de ce qu'on va vous dire. Et donc en résumé, ce qu'on vous dit, pourquoi 2024, c'est le début d'une nouvelle ère. Complexité des parcours clients dans le travel, Antoine en a parlé. Évolution de la conso-média, Antoine en a parlé. La fin des cookies tiers qui est extrêmement importante et pas uniquement d'un point de vue ads et marketing. Je pense que certains de vous utilisent également cette partie-là de cookies pour des choses assez basiques, ne serait-ce que des formulaires, des prises de rendez-vous. Donc faites attention
au moment où les cookies vont disparaître de Chrome, parce qu'ils ont déjà disparu d'un certain nombre de navigateurs, mais Chrome qui a une grosse pénétration, c'est la fin là sur le 2e semestre, et ça peut avoir des grosses implications. Donc voyez vos conseils, voyez vos agences et discutez avec eux de ce sujet-là. Il y a le sujet Digital Marketing Act qui touche en partie Google et qui va avoir des implications. Donc surveillez vos performances et n'hésitez pas à contacter vos contacts Google ou vos agences pour en parler. Et enfin, et je finirai là-dessus parce que c'est quand même positif, l'opportunité de l'IA qui va vous aider à répondre à ces différentes problématiques. Et je ferai la dernière phrase qui est « Attention l'IA, il y a plein de gens qui en ont peur. Je pense qu'on a été bercé toute notre enfance sur le fait que l'IA allait nous retourner, nous dévorer et nous abattre. Il y a eu des films là-dessus. Hein. Et la réalité, c'est qu'en fait, l'IA est un outil. Et en fait, il ne faut pas se battre contre l'IA. Il va falloir se battre sur les compétiteurs que vous avez déjà, mais qui, eux, vont s'équiper de l'IA. Et je pense que c'est là le point important à retenir. Antoine, un mot pour la fin? Non, les 2 derniers points, c'est la révolution du SEO. Donc attention à vos sites internet, etc. Puisque tout le monde va utiliser de l'IA pour tenter du SEO à tout va avec la révolution du DME. Donc le point d'attention à date, pour être un peu plus neutre, mais c'est du positif, c'est une opportunité, c'est de bien regarder ces 2 sujets-là dans les semaines et dans les mois qui viennent et de regarder vraiment vos résultats. De toute façon, c'est fait, c'est là, il faut faire avec, donc en avant. Merci à vous. beaucoup, bonne journée. Merci.